au sport, l'industrie, l'aspect commercial pour aller les chercher, etc. Je maîtrisais à peu près. Par contre, toute la partie e-com, e-marketing, structuration d'une boîte, développement international, tout ça, c'est des sujets qui me parlaient beaucoup moins. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers mon ami que j'avais rencontré dans mes études, qui était Benoît, parce que lui, pour le coup, avait une expérience plutôt probante dans le domaine, donc qui va vous expliquer maintenant. Ok, du coup, on se rencontre effectivement à Subdeco, à Pau, superbe Subdeco, où rapidement, moi je comprends que je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux être entrepreneur depuis le début. Donc, suite à Subdeco, je prends ma voiture et je descends à Marrakech, où je monte une maison d'hôtes de 4 chambres, un micro-business. Mais assez formateur parce qu'un business à gérer, à développer, voilà. Et vu que j'ai voulu générer rapidement du monde dans ma maison d'hôtes, enfin, on va ramener du monde dans ma maison d'hôtes, je me suis mis à regarder à quoi ressemblait Google et à quoi ressemblait la publicité sur Google. Donc j'étais un des premiers avec Expedia à acheter le mot-clé Hôtel Marrakech, Hôtel Maroc, alors que j'avais 4 chambres. Ça coûtait rien du tout à l'époque et ça convertissait pas mal parce que en même temps je répondais vite au téléphone, je renvoyais des emails, donc ça marchait. Donc j'étais en surbooking total. J'ai envoyé des gens dans d'autres riads qui me payaient des commissions plus ou moins déclarées. J'ai commencé comme ça. Et ça marchait tellement pas mal que quand quelqu'un est venu à Marrakech pour monter un vrai business de réservation d'hôtel, on s'est fait mettre en contact. J'ai rencontré cette personne avec qui j'ai monté donc Splendia.com, mon premier vrai business, qui était un site de réservation d'hôtel plutôt haut de gamme, qui a fait jusqu'à 40 millions de volume d'affaires. On était 135, donc on a démarré à Marrakech, puis on a monté un bureau à Paris, puis Barcelone, puis un bureau à Miami, un bureau à Hong Kong. Donc une vraie expérience de développement de projets e-commerce avec les enjeux de développement international. Et moi j'étais en particulier focus sur tous les aspects de marketing online, donc générer du trafic sur le site, comprendre en amont comment on va piger ce qui se passe sur le site quand même, générer du trafic sur le site, faire en sorte que ça convertisse en acheteur, puis en repeater avec les mécaniques CRM. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 8-10 ans et Guillaume m'appelait en me disant j'ai un super projet dans la vente privée. Dans la vente privée de sport, je connais bien le sport, je connais rien Internet, effectivement. Il connaissait super bien le sport, il connaissait vraiment rien Internet, ni même Excel, mais depuis ça va mieux. et moi je connais toujours rien au sport, et j'en fais pas assez. Mais voilà, donc on a démarré à deux, avec la double compétence sport et e-commerce, hyper complémentaire pour monter ce business-là. Du coup, je te repasse la main, tu peux développer, je sais pas. Je vais peut-être rebondir sur ce que tu dis, juste avant le début du meet-up. Vous nous disiez, effectivement, Private Sport Shop, c'est pas forcément une idée de génie. Par contre, c'est un concept sur lequel on est arrivé au bon moment. On a bien exécuté et on est passé effectivement de 0 à 100 millions. C'est le thème du meet-up. Donc, si vous pouvez préciser un peu cet aspect, les débuts et comment vous avez grandi assez rapidement et vous avez fait face à cette croissance. Effectivement, donc peut-être avant de vous parler des étapes où on a grandi, structuré la boîte, etc., peut-être important de rappeler à tout le monde qu'on a démarré dans un bureau, enfin j'ai démarré au départ dans un bureau de 9 mètres carrés avec 2 stagiaires, dont un d'ailleurs avec lequel on a collaboré pour monter un autre business après. Mais voilà, pour tout, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs ou de gens qui se projettent peut-être dans cette aventure entrepreneuriale. On est parti avec 10 000 euros. Et aujourd'hui, voilà, on a monté une boîte qui fait 75 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc tout est possible. Je pense que c'est vraiment un message important à retenir pour tout le monde. Et effectivement, on a déployé un concept qui a rien de révolutionnaire. On n'a rien inventé. Vente privée avait déjà fait largement ses preuves. Ils étaient juste colossaux. Et on a juste constaté que, comme souvent dans ces marchés-là, il y a un mastodonte qui généralise, qui prend toutes les parts du gâteau et qui tue un peu tous ses concurrents. Et à ce moment-là, la seule place à prendre finalement, c'est de faire son modèle sur une niche. Et c'est ce qu'on a choisi de faire sur la niche du sport. Encore une fois, avec pas mal d'étapes après, mais important de rappeler ça. Ouais, Benoît, comment on fait alors quand on se lance dans 9 mètres carrés pour faire le plus beau site du monde qui va faire que tous les internautes veulent venir chez Private Sport Shop. Comment tu as travaillé ça, toi qui as cette culture-là web? Ben justement, nous, on a l'anticulture du plus beau site du monde. Notre site, il est super basique. En fait, notre théorie, c'est de vraiment essayer d'être focus sur les priorités, sur les éléments qui vont générer du chiffre, qui vont générer de la renta, et de ne pas essayer de s'éparpiller sur trop de choses. Donc, si vous allez sur Private Sport Shop aujourd'hui,
Private Sport Shop, c'est un site qui a la tronche de site il y a 3 ans. La version mobile, c'est à peu près pareil. Et l'appli, elle marche à moitié. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on a décidé de mettre le focus sur des priorités. Donc, c'est clair que le design du site n'a jamais été une priorité. Par contre, derrière, quand même, ça fonctionne. Sur l'appli, on a un petit problème. La nouvelle appli sort dans un mois. Mais en termes d'outils, on a laissé tomber plein de choses. En termes de CRM, on a laissé tomber plein de choses pour vraiment se mettre focus sur ce qui fonctionne, quoi. C'est-à-dire un site de base qui permet un tracking de base qui permet de générer du lourd. Je sais plus du tout où je voulais aller parce que la question est arrivée à un moment bizarre. Mais voilà, non, hyper important de rester focus sur la priorité. Et pour nous, la priorité chez Private Sport Shop, la priorité, c'est le produit. Et c'est sur ce que tu vas aller au début. Donc voilà, j'ai mon maître qui me remet dans le droit chemin. Donc effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un business qui repose sur 2 éléments essentiels, qui sont recruter des membres d'un côté et mettre en face de ces membres-là des marques et des produits qui les intéressent, qui correspondent à leurs attentes. Encore une fois, quand on a dit ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir le site le plus beau, le plus technologique du monde, avec toutes les dernières technos qui permettent de coller au marché, mais simplement, encore une fois, d'avoir les marques et les membres. Sur la partie marque, et plus du coup ma partie dans les rôles qu'on s'est répartis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au début, on avait la nécessité de s'ancrer sur un positionnement très fort. Puisqu'il y avait des mastodontes sur le marché, on allait voir les marques de sport qui travaillaient déjà avec les autres acteurs. On avait aussi des acteurs de la distribution traditionnelle, Intersport, Sport 2000, les gros sites internet. Et ils me disaient, mais à quoi vous allez nous servir? Et donc il fallait expliquer qu'on était un nouveau maillon de la chaîne de distribution, qu'on allait être beaucoup plus identitaire que vente privée au showroom privé qui vend de la bijouterie, des canapés, etc., etc. Alors que nous, on est vraiment très ADN sport, multisport, technique. Et ça, au départ, on était vraiment très à cheval là-dessus. Moi, j'étais un ayatollah de la marque de sport technique et je voulais voir rien d'autre rentrer sur la plateforme. Et c'est comme ça qu'on a réussi à se réduire au fur et à mesure du temps, parce qu'encore une fois, on a démarré, on avait 0 membres, et donc forcément, les premières marques qu'on faisait rentrer, on vendait 3 cacahuètes, quoi. Donc il fallait leur vendre un projet et une idée derrière, et ils ont plutôt adhéré à ce concept-là, parce qu'on est resté vraiment focus sur notre ADN de base. Okay, peut-être Benoît, ce que tu disais, c'est que quand on est entrepreneur, souvent on fonce, on fait pas mal de rendez-vous. Et vous avez vraiment pris le temps de construire votre business assez méthodiquement. Ça, c'est un conseil que tu donnes aujourd'hui aux entrepreneurs et que vous êtes appliqué à vous au début de l'aventure. C'est-à-dire que vous avez vraiment bien structuré votre vision à travers un BP. Comment vous avez abordé ces premières années de vie chez Private Sport Shop? Ouais, c'est clair que nous, comme je le disais au tout départ, on est depuis toujours en sous-marin. Et c'est vrai qu'on est vraiment très focus, je le répète tout le temps, mais on est à cheval sur nos priorités. Quand on a commencé le business, avant qu'il y ait le business, on avait un BP ultra détaillé et on savait déjà quels seraient on essayait d'imaginer déjà à ce moment-là quels seraient les KPI sur lesquels on allait être attentif. Et c'est vrai que finalement, tous les KPI qu'on a mis en place au départ, on va dire dans les 6 mois de démarrage, n'ont pas tellement changé. Et on a comme ça une 50aine de KPI qu'on regarde toutes les semaines et qui nous permettent d'avancer de manière assez structurée, quoi. Voilà, pour faire le pendant de toute la partie marque, côté membre, évidemment on a beau avoir le plus beau produit du monde de par les marques que l'équipe de Guillaume arrive à négocier, il faut mettre en face des membres. Et donc aujourd'hui on compte 7 500 000 personnes qui sont inscrites sur le site, donc c'est beaucoup. On les a générés via 3 canaux principaux, Facebook, Google et l'affiliation. Et sur les 3 canaux, là encore, nos équipes, leurs KPIs, leurs méthodes et leurs process, font en sorte que ces 3 canaux-là performent de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on monitore tout pour que tout aille dans le même sens. On n'a pas des canaux qui marchent pas bien, des canaux qui marchent pas. On ferme pas les yeux sur de la sous-performance. On fait aussi attention d'appuyer là où ça performe beaucoup, d'appuyer là où il faut. Donc voilà. Ça marche. En fait, donc ce dont on discutait pour préparer un peu la conf, c'est vraiment nous, et en fait c'est une règle aussi qu'on applique aux startups qu'on accélère, il faut construire le BP de manière réfléchie, la boîte, et
et pas aller chercher à lever des fonds ou rencontrer des investisseurs si vous n'êtes pas prêt. Ça sert à rien, vous allez perdre votre temps et au bout de 2 ans, vous allez vous apercevoir que vous avez fait 8000 rendez-vous, mais que votre produit n'a pas avancé, que vous n'avez pas vendu. Et est-ce que ça, Benoît ou Guillaume, il y a quelqu'un qui peut expliquer un peu quelle a été votre démarche? Je crois que vous avez rencontré des investisseurs, mais hyper tardivement finalement par rapport à votre aventure. Vous faisiez déjà des dizaines de millions de CA, c'est ça? Alors oui, après il faut relativiser un peu tout ça parce qu'on a la chance d'avoir monté un business model qui est en ce qu'on appelle en BFR négatif, c'est-à-dire qu'en gros, pour vous expliquer simplement, quand on vend sur le site, les produits sont encore stockés chez la marque qui nous a juste transmis un stock théorique. On vend le stock à nos clients qui nous payent au fil de l'eau. Et à la fin de la vente qui dure 7 jours, on passe la commande chez notre fournisseur qui nous envoie et qu'on expédie aux clients. C'est pour ça que souvent vous attendez un peu quand vous passez commande, puisque évidemment vous passez tous commande chez nous. Ok. Bon, juste, on passe au sujet suivant. Donc effectivement, ça nous a permis justement de rester focus sur notre business. Et après, quand on est rentré dans l'histoire notamment de Sprint, nous on était hyper intéressés à rencontrer des entrepreneurs, des projets, parce que finalement c'est ce qui nous anime, l'adrénaline et le côté hyper intéressant de pouvoir piloter tout ça, c'est passionnant. Mais on a aussi remarqué que beaucoup se dispersent un peu à vouloir prendre des avis dans tous les sens, essayer d'obtenir la caution d'un tel ou un tel qui a réussi dans telle industrie, ou d'aller voir des fonds pour lever de l'argent, de faire des concours aussi régionaux où ils vont faire 162 concours dans l'année et puis ils vont avoir perdu quelques jours d'énergie pour finalement obtenir parfois et la plupart du temps d'ailleurs rien du tout et espérer être peut-être visible par ailleurs, mais c'est aussi beaucoup perdre d'énergie. Donc on n'a pas la prétention de dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut faire attention à ne pas trop se disperser dans ce genre de priorités et rester focus sur ce qui sont les priorités au travers de KPI, bref. Ouais, donc votre message en fait et vous finalement les erreurs dans lesquelles vous n'êtes peut-être pas tombé dans l'aventure Private for Shop, c'est ça? Tu parlais de mode un peu sous-marin, c'est que vous êtes resté très concentré sur vos objectifs, c'est-à-dire séduire des nouveaux membres, attirer des belles marques, vendre, faire progresser le chiffre d'affaires. Et donc si je synthétise, c'est ça, c'est le message que tu veux faire passer, c'est dire aux entrepreneurs, restez vraiment concentrés sur votre valeur ajoutée, ce qui crée de la valeur dans votre boîte et vous dispersez pas, c'est ça? Peut-être on peut enchaîner, on avait parlé des erreurs à éviter que vous avez vues, que ce soit sur du recrutement, sur la boîte qui grossit, les 3 erreurs à éviter selon toi, Benoît, quand on est entrepreneur, c'est quoi? En dehors du fait de beaucoup se disperser, ce qui est un sujet, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu veux conseiller aux entrepreneurs d'éviter, que tu retires de ton expérience? Non, mais je dis toujours la même chose en fait. Non, mais c'est clair qu'il faut pas se disperser. Donc le meilleur moyen de ne pas se disperser, c'est de rester focus sur son produit. C'est clair qu'on voit beaucoup de projets. En fait, on rencontre pas mal de monde pour essayer de trouver de nos projets dans lesquels investir ou regarder. Et il y a pas mal de projets quand même sur lesquels on trouve que le produit est pas super bien défini. C'est-à-dire qu'on dit pas que les projets sont pas bons, mais la personne qui explique son produit, on a du mal à percevoir vraiment la valeur ajoutée du produit, comment il va le commercialiser. Le produit au sens large est assez mal défini. Et on trouve, nous, que ça fait partie des erreurs quand même assez... des erreurs. Ouais, en tout cas des petits écueils qu'on perçoit. On trouve que souvent le produit n'est pas super bien défini. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'aspect technologie. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, on est vraiment des e-commerçants. Et quand on est e-commerçant, c'est être commerçant avant tout, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on aurait pu passer des heures et des heures à essayer de faire des cahiers des charges pour avoir un beau site, pour avoir une super techno, pour avoir la meilleure appli, je sais pas quoi. Bon, mais un commerçant, c'est quand même d'abord quelqu'un qui sait acheter et qui sait vendre, quoi. Et finalement, le support est important, mais c'est pas une finalité. L'histoire, oui, des rendez-vous multiples qui dispersent. C'est vrai que nous, on a eu la chance, de par notre modèle de faire négatif, de pas avoir eu vraiment besoin de faire des rendez-vous. Mais là encore, je pense qu'il faut, avant d'aller chercher le label, avant d'aller chercher la caution, avant d'aller chercher une reconnaissance de l'écosystème, je pense qu'il faut d'abord prouver que le concept peut marcher.
Et c'est important d'avoir des petits euros de chiffre d'affaires, c'est important d'avoir des vrais rendez-vous avant de trop parler, je trouve, de son projet, parce que, encore une fois, ça pourrait disperser. Nous, dans notre cas, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de chance. Si on est là à dire qu'on est passé de 0 à 100 millions, c'est pas tout à fait vrai, mais on y est presque. C'est qu'on a eu quand même pas mal de bol. Et en fait, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est plutôt des problèmes liés à la structuration de la croissance. C'est-à-dire que chaque année, on n'a pas déménagé chaque année, mais on a dû déménager 6 fois. Il y a quelques zones de nos employés qui sont ici. Il y a 180 employés dont on est ravis. On en a quelques-uns qui sont ici. On est un peu en mode bot people. Tous les 2 ans, on est en mode bot people. Il y a 6 personnes au mètre carré. Il y a beaucoup de gens dans les bureaux parce qu'on n'a pas le temps de déménager, on n'a pas le temps de trouver les bureaux. Quand on trouve des bureaux, il faut faire les travaux. Une fois qu'on déménage, la logistique, il faut refaire des outils IT pour tout ce qui est process, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu de mal on n'a pas essayé de vraiment appuyer sur la croissance, entre guillemets. On a beaucoup aussi dépensé d'énergie à structurer cette croissance. Voilà. Si je peux rebondir là-dessus, puisqu'on parlait d'erreurs à ne pas commettre, le feeling qu'on a aujourd'hui, à certains moments, c'est aussi que avec cette image de Facebook, de Google, du bien-être au travail, on a des gens qui viennent nous voir et qui ont des boîtes structurées pour aller chercher 200 personnes, 200 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils font 200 000 balles, ils ont 3 gus, et par contre, alors, ils ont hyper confort, ils ont tout pour le bonheur en entreprise. Et nous, c'est pas des sujets dont on se fout en fait. Hein, c'est pas du tout le sujet, c'est pas la problématique, mais c'est juste une histoire de priorité aussi. Et on est un peu en mode bootstrap. On est un peu les guirous de l'industrie du e-commerce du sport. Mais plus sérieusement, on pense que c'est aussi réellement important d'aller step by step. Alors des fois, on fait des erreurs et on a du mal à caper un peu quel est le bon niveau de structuration pour pouvoir croître. Mais c'est aussi un peu voulu. Il y a aussi un sujet sur le recrutement. Hein, on peut aussi aller chercher des cadors du marché, des gens qui vont arriver dans une entreprise et imposer leur vision des choses. Nous, on a très peu travaillé comme ça. On a beaucoup de gens qui sont rentrés avec nous au début de l'aventure, qui sont encore là, qui nous ont fait progresser et avec qui on a progressé. On a progressé avec eux parce qu'ils connaissaient la boîte de l'intérieur, parce qu'ils nous ont permis de garder l'ADN de la boîte tout en apportant évidemment à chaque fois leur idée de comment faire pour progresser. Et ça aussi, c'est un sujet que nous, on préfère aborder comme ça. Voilà. Peut-être juste parce qu'on voulait, on a abordé pas mal de sujets, revenir sur un peu les grandes étapes de Private Sport Shop, les années, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes et ce que ça a amené comme sujet. Est-ce que tu veux le faire peut-être parce que je pense que tout le monde ne connaît pas l'historique de la boîte et je pense que c'est intéressant de voir comment année après année vous avez géré ça. Donc ça a commencé en quelle année finalement Private Sport Shop? Donc, déjà c'est Private Sport Shop. Ça a commencé en 2011 et on a fini l'année, on était une dizaine de personnes, on a fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et on était tout juste rentable. Mais là aussi c'était une vraie position, on voulait prouver que le modèle pouvait fonctionner tout en étant profitable. Et ensuite la deuxième année ça a accéléré fortement, c'est l'année où Benoît est arrivé, il a tout dégommé. Et donc on a fait 11 millions d'euros je crois la deuxième année, ensuite on est passé à 19, 28, 40, 60, 75 l'année dernière. Voilà, donc c'est à chaque fois évidemment avec pas mal de collaborateurs parce qu'on a un business dans lequel il y a du produit qu'il faut traiter, donc un business de service, donc on est monté de 0 à presque 200 personnes derrière tout ça. Donc voilà, en gros c'est à peu près l'histoire. Hein. Il y a un sujet qu'on aborde souvent avec nos startups, c'est il faut pas avoir peur d'investir. À Toulouse, typiquement, on a une boîte qui est arrivée chez nous et qui avait un produit très B2C, donc un peu comme vous. Et en fait, ils n'avaient jamais fait d'acquisition, etc. Et au bout d'un moment, nous, on a été obligés de mettre notre carte bleue pour lui montrer que ça marchait, que c'était positif et qu'il fallait y aller. Benoît, tu as un mot à dire là-dessus sur le fait qu'il faut oser aller chercher la croissance aussi, il faut oser investir, acheter du mot-clé, de l'acquisition. Qu'est-ce que vous retirez, vous, de l'expérience Private Sport Shop? Ouais, évidemment qu'il faut investir si on veut croître. Après, on n'est pas obligé de vouloir croître hyper vite. On peut, chacun son rythme. Mais évidemment qu'on est obligé d'investir si on veut croître. Maintenant, nous, on aime bien investir
Avant d'investir, en fait, on réfléchit à la manière dans laquelle on va mesurer la performance. Un, quel est l'objectif, et deux, comment je vais valider que effectivement j'arrive à peu près à mon objectif. Moi je pense il faut pas avoir peur d'investir effectivement, mais avant ça, il faut pas avoir peur, il faut surtout s'obliger à mettre en place les outils qui permettront de mesurer la performance. Et ça c'est, moi je déconseille à tout le monde d'investir 100 € sur Facebook s'il n'y a pas un minimum de tracking pour savoir que la visite va générer ou pas une conversion. Ça sert absolument à rien. Donc voilà, avoir les sites à peu près corrects qui puissent convertir. 2, avoir les outils pour mesurer la conversion. Et puis enfin investir. Mais encore une fois, nous on a eu facile puisqu'on n'a pas eu besoin de lever de l'argent pour investir. À chaque fois qu'on investissait, finalement c'était à peu près rentable et ça générait du business qui était rentable, etc. Donc ça a été assez simple. Là où c'est plus compliqué, c'est quand il faut lever 2 millions d'euros, se faire diluer pas mal. Et puis après, avec ces 2 millions d'euros, investir 1 million d'euros pour commencer à voir si ça peut faire quelque chose. Là, c'est clair, c'est plus compliqué. On a eu de la chance de ne pas tomber dans ce cas-là. Ouais, il nous reste 2-3 minutes et puis ensuite on va passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a un sujet de plus que vous voulez aborder avec soit les gens qui nous suivent online sur Facebook, soit les gens dans la salle, avant de passer aux questions-réponses? Non, peut-être un petit mot sur Sprint qui nous donne l'opportunité de vous parler ce soir. Nous, on n'était pas du tout habitués à ce genre de format. On a entrepris pour nous. Et puis, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant tiens, est-ce que ça vous intéresse d'aller voir l'écosystème qui émerge un peu avec plein d'idées et structurer un peu tout ça, apporter modestement votre vision des choses. Et du coup, on fait ça depuis quelques temps maintenant et ça a un vrai intérêt pour nous d'abord parce que c'est super enrichissant de voir plein de projets. Et puis, à chaque fois, on se rend compte que on peut encore une fois apporter une vision à un entrepreneur qui a une idée géniale mais qui n'arrive pas trop à structurer ses idées avec un BP avec Jean-Michel Excel qui est juste à ma droite là ou alors tout simplement quelqu'un qui est très méthodique mais qui pour le coup a pas cet aspect com ou n'arrive pas à franchir le pas de dépenser pour pouvoir avoir un peu de data pour alimenter tout simplement pour aller chercher des fonds potentiellement etc. Donc c'est vraiment pour nous c'est un plaisir d'être dans cette structure réellement. Et au-delà du plaisir, c'est un moyen pour nous d'essayer de découvrir 2-3 pépites et 2-3 projets qui nous font un peu vibrer. Moi, je te remercie Guillaume de le souligner. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Sprint, c'est un projet qui est parti en juillet 2016. Benoît et Guillaume ont été les premiers à le soutenir, à investir dans ce projet, avec vraiment cette volonté de renvoyer l'ascenseur à l'écosystème, d'aider des entrepreneurs, de les aider à se structurer, d'éviter des erreurs. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais la semaine prochaine, il y aura des très très belles annonces concernant WeSprint. Voilà, on a accéléré 25 startups sur Montpellier et Toulouse. On va très certainement se déployer dans d'autres villes grâce à des partenaires et des nouveaux investisseurs. Donc, en tout cas, nous, on est ravis, je parle au nom de toute l'équipe, d'avoir à la fois une équipe opérationnelle de qualité. Donc, on parle d'une 15aine de personnes qui bossent au quotidien de manière mutualisée pour les startups. Et en plus, un vrai réseau d'une 15aine de mentors qui sont là un jour par mois à coacher nos boîtes, à les regarder, à répondre aux mails, aux questions. Parce que je pense que quand on est entrepreneur, on a toujours besoin de quelqu'un qui a un peu de recul sur notre activité. Et je trouve que Benoît et Guillaume, vous savez apporter cette froideur-là aussi par rapport au business, aider les entrepreneurs à rester concentrés. Voilà, je me souviens d'une remarque que tu avais fait sur une startup en disant ça va pas assez vite commercialement, il faut que ça bouge. Et je pense que ce genre de conseils-là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en ont besoin. Benoît, un dernier mot ou on passe aux questions-réponses comme tu veux? Questions-réponses, alors je vais vous demander juste de vous approcher parce qu'on n'a qu'un seul micro. S'il y en a qui ont des questions-réponses pour Benoît Guillaume. Allez, Marie-Cécile. Bonjour, sur votre site, on est obligé de s'inscrire pour pouvoir voir ce qui se cache derrière. C'est le cas sur beaucoup de sites de vente privée et pour vous, c'est principalement pour de l'acquisition, justement, pour avoir plus de personnes à relancer ensuite, ou quelle est la raison? En fait, au démarrage, on l'a fait parce que vente privée le faisait, parce que show privé le faisait, etc. Il y a une raison, la première raison, c'est vis-à-vis des marques. C'est-à-dire que quand on dit à Patagonia, on va prendre tes produits, puis on va les mettre à 50% sur Private Sport Shop pour te permettre de vendre ta fin de série,
Patagonia est ravi parce qu'il a un besoin de déstockage de fin de série. Par contre, ça ne l'arrange pas tellement si toutes ces pages sont référencées sur Google, accessibles à tout le monde, etc. Donc c'est vrai que le fait de fermer le site et de le rendre accessible uniquement via un login password, déjà ça limite un petit peu l'exposition. Le deuxième point et le bénéfice marketing qu'on en tire nous, c'est qu'en fait sur un business e-commerce traditionnel, classique, on achète de la visite pour essayer de faire de la conversion. Pour essayer de faire une commande, quoi. Donc j'achète une visite, si tout va bien, je fais une commande, si ça va pas bien, je perds ma visite et j'ai plus rien. Nous, en fait, on se donne un challenge qui est un peu moins compliqué que faire une commande directement avec une visite. On achète une visite, on essaie de faire un inscrit, et si cet inscrit achète, du coup c'est cool, mais s'il achète pas, on a quand même son email. Et à partir de là, vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes inscrit chez nous, on déploie des campagnes newsletter qui sont un peu pénibles, qui sont un peu trop intrusives, on va dire. Mais bon, ça nous permet quand même de convertir une partie qu'on n'avait pas pu convertir initialement. Donc voilà. Aujourd'hui, en fait, c'est assez marrant, on a 80%, 81% de notre chiffre de 2018 sera généré par du membre embarqué, c'est-à-dire par des gens qui sont déjà inscrits chez nous. C'est-à-dire il y a des gens qui s'étaient inscrits, qui avaient acheté, qui m'ont racheté. Et puis il y a des gens qui s'étaient inscrits au cours des années précédentes, en 2011, 2012, etc., et qui vont acheter pour la première fois en 2018. Et tout ça, ça fait 81%. Donc finalement, nous, en acquisition cette année, on a un défi de générer 19% du CA. Donc c'est quand même assez relax. Par contre, si on ne génère pas ce 19% et si on n'achète pas les 1 500 000 membres qu'on doit acheter cette année, on se met en danger, entre guillemets, pour les années qui viennent. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens qu'on va acheter cette année vont convertir cette année, mais vont aussi convertir sur les années futures. Donc voilà, donc on garde ce modèle-là d'inscription, parce qu'à la fois ça protège les marques, quelque part, et en plus ça nous donne une mécanique marketing assez intéressante. Voilà. D'autres questions? Ici? Je vais venir jusqu'à vous. Peut-être éventuellement présentez-vous quand vous posez des questions, dites le nom de votre boîte, c'est plutôt intéressant. Bonjour, je suis responsable marketing pour la société Créavea. Tout à l'heure, vous avez parlé des piliers de votre stratégie marketing qui étaient Google, l'affiliation et Facebook. Aujourd'hui, on parle beaucoup des influenceurs. Quelle est votre position par rapport à ça? Moi, je crois que les influenceurs, c'est ce qui a fait le succès de Beauté Privée, non? On en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a des domaines où c'est plus facile que d'autres d'utiliser les influenceurs. Qui répond? Donc effectivement, c'est un vrai canal d'acquisition, mais qu'on n'utilise pas du tout. Et on est hyper nul sur ce canal-là. Initialement, parce que pareil, on avait un peu du mal à traquer la performance, du coup on n'a pas voulu y aller. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le faire, on devrait y aller, mais on n'y va pas. Ceci dit, on n'y va pas. Ceci dit, on utilise quand même pas mal Facebook, qui est une espèce de réseau d'influence, on va dire, avec ses spécificités. Et donc sur Facebook, on a quand même 1 million de membres qui sont fans de la page, enfin 1 million de fans sur notre page Facebook, mais tout ce qui est blog, forum, etc., on ne fait pas du tout. Et d'ailleurs, on s'était quand même pas mal posé la question au démarrage de passer du temps à faire ça, et puis on l'avait essayé, donc on avait essayé de trouver des partenariats avec des mecs qui avaient des forums, des blogs, des gens vraiment pertinents sur leur sport respectif, et quand on essayait de faire des communications là-dessus, en mettant en avant des marques qui étaient en affinité avec ces sports-là, ça n'a jamais généré tellement de volume. Du coup, quand on voyait qu'en investissant comme des brutes sur Google, Facebook et le reste, quand on voyait que ça marchait, on s'est dit ok, on va pas perdre trop de temps avec l'histoire des forums. Ceci dit, aujourd'hui, c'est un vrai canal qu'on devrait creuser. D'autres questions? Allez, essayez de vous approcher un petit peu, peut-être pour m'éviter de courir partout pour les prochaines questions. Bonjour, donc je suis consultante en stratégie marketing digital. Je voulais savoir comment une entreprise comme la vôtre appréhendait la nouvelle réglementation de protection des données, le RGPD, parce que justement, je pense que ça va vous obliger à investir un peu plus dans tout ce qui est acquisition, puisque toutes ces données que vous avez acquises depuis des années, quelque part, elles vont être remises en question. Donc voilà, je voulais savoir votre approche par rapport à ça. Question technique, là. Effectivement, c'est un vrai sujet. Écoutez, on investit, comme vous l'avez dit, on investit à la fois en marketing, en IT, on a pris des consultants qui travaillent sur le sujet et qui nous mettent au carré pour pouvoir pérenniser un maximum notre base email. Voilà, donc... Ce qu'on peut peut-être préciser là-dessus aussi, c'est qu'on a
Alors il y a l'aspect technique et juridique. Après il y a aussi la philosophie dans laquelle on a recruté nos membres. C'est-à-dire qu'on a toujours été dans un mode d'acquisition sur la base du volontarisme, où les gens s'inscrivent chez nous, a priori ils savent pourquoi. Bon, quelques-uns a priori ils sont un peu perdus, ils n'ont jamais acheté, on ne sait pas trop pourquoi, mais pour le reste c'est important de comprendre qu'on n'a pas pris des bases de données, qu'on a plugué directement chez nous, et pour lesquels on pourrait dire que c'est un peu des pirates du web, et s'ils ont fait du travail dégueulasse. On n'a jamais été dans cette démarche-là. Donc ça nous préserve un peu. Ceci étant, après, il y a quand même du juridique et technique à régler, quoi. Une question là-bas, Vincent, tu peux te rapprocher un petit peu, s'il te plaît? Merci. Bonjour, Vincent Dossila, on a eu l'occasion de se voir. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'effectivement, moi, je n'étais pas du tout adepte de l'Excel. Et ben, grâce à la rencontre, tous les lundis matins, je mets à jour mon fichier, qui m'a bien servi d'ailleurs, et qui m'a sauvé même des fois. Je vais juste revenir sur un point que vous avez dit par rapport au produit, se concentrer sur le produit. C'est ce qu'on a fait, on s'est dispersé l'année dernière, on l'a ressenti dans les chiffres. Et donc, quand vous dites se concentrer sur le produit, nous, dans l'e-commerce traditionnel, il faut qu'on arrive à se démarquer. Vous l'avez fait par le modèle de vente, le modèle économique. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour un e-commerce traditionnel pour essayer de tirer un petit peu les épingles de son côté? C'est une question sur laquelle il y a, je pense effectivement, un énorme enjeu qui est de plus en plus vrai, notamment avec l'arrivée de gens comme Amazon, qui en gros plug tous les catalogues de toutes les typologies produits dans tous les univers, et qui en gros offre du service mieux que les autres. Ils livrent plus rapidement, ils remboursent sans faire d'histoire, ils ont un prix qui est en général plus compétitif que tout le monde. Donc je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et qui va l'être de plus en plus demain. Du coup, un peu difficile de répondre à cette question. Nous, effectivement, on a un business model qui est lié à la vente privée, mais qui est avant tout lié à une vraie offre exclusive au moment où on la lance, puisque nous, on vend la plupart du temps des fins de série, donc qui sont plus disponibles sur le marché, et avec un prix qui, a priori, sauf quand parfois on se loupe, mais qui est le mieux disant du marché. Et du coup, nous, on a le produit technique qui correspond aux membres qu'on a recrutés pour ça, et derrière avec le meilleur prix. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a. Après, encore une fois, comment se démarquer, soit on arrive à être meilleur en prix, soit on a un service un peu différenciant si c'est pas le prix. Là, ça peut être le transport, il y a un vrai enjeu sur le transport aujourd'hui. Ça peut être, encore une fois, les conditions de SAV qu'on peut offrir aux clients. Mais effectivement, quand on a le même produit que les autres, c'est pas simple. Après, vous êtes dans un sujet, vous customisez aussi pas mal, vous êtes dans un service rendu qui est un peu différent. Et là, quelque part, votre produit exclusif, vous l'avez. Mais voilà. Allez, on va prendre encore une ou deux questions, peut-être ici. Bonjour, je m'appelle Manon, je travaille chez Million Pharmacie, je suis responsable fidélisation marketing. Et tout à l'heure, vous parlez de campagnes assez intrusives, et du coup, je me demandais pourquoi vous ne faites pas des segmentations et pourquoi vous ne shootez pas sur ce que les gens recherchent en fait. Effectivement, on envoie tous les matins à la même newsletter à 1 500 000 personnes. Donc ça se fait plus. Je pense que depuis un an, plus personne ne le fait, sauf nous. Voilà, ça marche à peu près comme ça. Toujours pareil, l'histoire de focus, c'est-à-dire qu'on va y arriver, on est en train de le faire, mais ça passe par une qualification à la base, ça passe par la mise en place d'outils CRM un peu plus pointus que Squadin, à la fois sur la newsletter, mais aussi sur le site, c'est-à-dire que tout ce qui est merchandising sur le site, si vous adorez le kitesurf, et a priori on le sait que vous adorez le kitesurf, parce que soit vous êtes inscrite par une campagne qui concerne le kitesurf, soit vous avez mis du kitesurf dans votre panier, soit vous avez visité une page kitesurf, soit vous avez acheté du kitesurf. Bon bref, on a pas mal de raisons de savoir que vous aimez le kitesurf. Et pour autant, même si c'est une vente, enfin même si le jour où vous venez voir le site, on a lancé une vente kitesurf, potentiellement elle sera en 10e position de la liste, ce qui est complètement bête. On travaille dessus. Voilà. Mais effectivement, il faut pas faire comme nous sur ce point-là. Bonjour, Fred de Sportium. Vous avez commencé en parlant du fait que vous aviez pris l'option d'une verticale. Je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Nous-mêmes, on est une plateforme d'hébergement collaborative qui fait une verticale sur le sport. Comment est-ce que vous faites pour vous immuniser justement de la concurrence d'un
vente privée d'un showroom privé? Qui répond? Petite parenthèse, projet Sportium qu'on a suivi, regardé de près, et je vous invite tous à aller voir, c'est le Airbnb du sport, c'est vraiment magique comme concept. On en était où? Effectivement, comment se protéger de vente privée? Alors, sans faire preuve d'arrogance, en fait, la mécanique, elle était un peu inverse. C'est-à-dire que nous, on est allé chercher des marques chez les ventes privées, qui étaient des marques plutôt mainstream, généralistes du sport, et on a essayé de les convaincre qu'avec nous, elles retrouveraient une forme de crédibilité technique, qu'elles allaient s'adresser à une cible très, très adressée, très, très focusée, et du coup, on a réussi à les convaincre comme ça, de venir bosser avec nous. Ça, c'est pour la partie concurrence directe avec ces marques-là. Et puis après, versus vente privée, etc., on a aussi un panel de marques très important chez nous, qui sont des marques très pointues, qui soit n'arrivent pas trop à se retrouver dans un modèle très généraliste parce que justement c'est trop mélangé avec le reste. On n'est pas dans leur ADN, on n'est pas dans leur forme de communication avec des gens comme vente privée, on l'est plus avec des gens comme nous. Soit tout simplement parce que le potentiel n'est pas énorme, hein. Quand on fait une petite barre de BMX qui est un marché niche très peu adressé, vous pouvez être sûr que vente privée s'y intéressera pas parce que le potentiel de business est beaucoup trop petit, alors que nous on est ravis soit par le chiffre, soit par la crédibilité et le positionnement que ça nous confère en fait. Voilà. Le truc qui nous protège de vente privée et showroom privé, c'est que les logos de vente privée et showroom privé sont des logos hyper girly, roses, etc. Et ces gens-là s'adressent à la femme, même si la femme peut acheter pour l'homme, etc. C'est quand même des sites qui s'adressent principalement à un public féminin. Chez nous, 65% des clients, 70% des visiteurs sont des hommes. Donc quelque part, ça nous protège un peu, c'est-à-dire que le mec qui veut s'acheter une aile de kitesurf, même si elle était chez vente privée ou showroom privé, je suis pas sûr que ça lui fasse super plaisir d'aller visiter ce site-là, de faire le tri entre les casseroles, les soutiens-gorge, je sais pas quoi, pour trouver sa planche. Donc c'est aussi mine de rien, même si on a des produits en commun, on s'adresse pas tout à fait à la même personne. C'est ce qui nous protège certainement un petit peu aussi. Autre question, on a encore un petit peu de temps. Peut-être présentez-vous. Hein. Bonjour, Anne, je travaille pour une société de services informatiques qui s'appelle Aviseo. Je voulais savoir comment on fidélise des collaborateurs en mode bootstrap. À la schlag. C'est difficile à dire. Nous, on a notre vision des choses là-dessus. Je pense que c'était plus facile pour nous parce qu'on était clairement dans une phase de progression. Donc les gens ils sont super contents quand l'énergie qu'ils mettent dans un projet fonctionne. Donc ça nous a beaucoup aidé. On est dans une dynamique où on a une équipe hyper jeune. Qui du coup est super impliqué, les gens font du sport, on fait du sport entre midi et 2 avec eux, on fait 2-3 soirées un peu, qui partent un peu en sucette chaque année, mais au-delà de ça, honnêtement on n'est pas les meilleurs communicants du monde, mais c'est notre touche, tu vas rajouter un truc. Ouais, ce qui fait aussi pas mal la différence, c'est Laurent, notre directeur des opérations en chemise Bordeaux, là-bas, on est la preuve, c'est-à-dire que chez nous, vu qu'il y a une telle croissance en termes d'effectifs, on a eu besoin de structurer la société, de mettre du management, du middle management, du top management, etc. Et des gens qui sont entrés à niveau 0, même si, je veux dire, on a eu des bac plus 5, beaucoup de bac plus 5 rentrent à niveau 0. Ces gens-là, en fait, s'ils sont malins, s'ils ont un peu d'ambition, ils peuvent rapidement grimper dans la hiérarchie. Et aujourd'hui, Laurent, c'est notre numéro 3, il est arrivé, c'était quasiment sa première expérience chez nous. Sa première expérience, à lui, elle était chez nous. Donc je pense quand même que pour les gens un peu ambitieux, motivés, etc., qui aiment bien le domaine du sport et ou de l'e-commerce, finalement on est la bonne entre guillemets rampe de lancement pour leur carrière. C'est-à-dire que si le mec est bon, en 3 ans il peut grimper, arriver à un niveau de management qui est assez satisfaisant pour lui. Et nous on est ravis de faire ça parce que ça crée une émulation hyper forte dans la boîte. On a des gens qui ont commencé aussi dans les entrepôts qui sont aujourd'hui dans les bureaux. On a de tout quoi. Donc c'est super cool de pouvoir faire évoluer les gens. Voilà. Et vu qu'on recrute encore cette année, je pense 30 ou 40 personnes, ça devrait encore être le cas cette année, donc les perspectives d'évolution pour les salariés chez nous sont réelles. Ouais, j'ai juste complété le propos.
nous, on le voit hein, avec les 25 startups qu'on a en portefeuille. Je pense que les gens, ils rejoignent avant tout un projet, une mission, une culture, des valeurs. Et c'est ça, enfin, pour répondre à votre question, les clés qu'on voit, nous, en recrutement. On voit des mecs qui n'ont pas beaucoup d'argent pour payer leurs salariés, mais n'empêche que les mecs, ils viennent parce qu'il y a un vrai projet, il y a une vraie passion. Et je pense que tout ça, c'est hyper important de le soigner, quoi. Tout comme on soigne le BP, les KPI, etc., la culture d'entreprise, la vision qu'on a, elle est hyper importante, je pense, au départ pour fédérer. On dit souvent que les 10 premiers profils, ils sont un peu clés, et je pense que c'est le cas, quoi. D'autres questions ? Ici ? Bonjour, Arnaud, RG System. Alors, j'ai entendu tout à l'heure 2011, 0 membres, 0 chiffre d'affaires. Fin de l'année, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je voulais savoir un petit peu plus sur la première année, comment vous étiez débrouillé. Et surtout, vous êtes passé donc de 0 membres à beaucoup plus. Comment vous êtes allé les chercher ? En fait, ouais, ce qui était super dur, c'est de ne pas avoir de membres et de ne pas avoir de marque. Donc les marques disaient, s'il n'y a pas de membres, je m'en fous d'être chez toi. Et les membres disaient, s'il n'y a pas de marque, je m'en fous d'être chez toi. Donc c'est vrai qu'au départ, on a dû faire évoluer les deux à peu près en même temps pour qu'ils soient cohérents et pertinents. Et en fait, ce qui nous a sauvés, c'est encore une fois un peu la chance, enfin, c'est le marché qui nous a un peu aiguillé sur une voie, qui était la voie de l'ultra technicité, on va dire. C'est-à-dire que les grosses marques, au départ, ne voulaient pas bosser avec nous. Par contre, les petites marques super niches étaient ravis de bosser avec nous parce qu'elles n'avaient pas grand-chose à perdre. Et même la fameuse boîte de kites qui avait 5 planches avant, finalement, nous, 5 planches, ça nous allait pas mal parce qu'on avait une belle marque à montrer à des membres qu'on n'avait pas, mais qui nous permettait donc cette marque-là de faire des campagnes. Et en même temps, donc la marque ne prenait pas trop de risques. Les membres, si on avait une marque crédible, pouvaient venir. Et nous, on était ravis parce que ça nous positionnait technique. Et donc en fait, on a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu, je sais pas, une des premières marques qui a un peu marché, c'était des casques ou Camelback, les sacs à dos avec les systèmes d'hydratation intégrés. C'est un peu technique. La marque a pris le risque, et puis nous, avec cette marque-là qui était hyper forte, ça nous a permis sur Facebook et sur Google de déclencher des campagnes qui sont super ciblées. C'est-à-dire que là encore, notre chance, c'est que quelqu'un qui fait du golf, qui fait du kite, finalement sur Internet, on le trouve assez facilement. Et quand quelqu'un se déclare fan de kite ou fan de golf ou fan de je sais pas quoi, il l'est réellement. Et en plus de l'être, il aime bien le dire à ses potes. Et en plus, quand il fait une bonne affaire, il aime encore plus le dire à ses potes. Du coup, finalement, ça nous a permis comme ça, avec des marques peu connues, mais super niches, d'être très crédibles sur un point de vue technicité. On avait de super offres parce que Guillaume et son équipe s'attachaient à faire ça. Donc on avait du vrai moins 50, du vrai moins 60. Et du coup, ça a converti et puis ça a reconverti. Et on s'est aussi toujours attaché à avoir un service réellement de qualité. C'est-à-dire que quand on disait on expédie en 21 jours, c'est super long. Mais on expédie réellement en 21 jours, pas plus. On répond au téléphone, on fait toutes les basiques qui font qu'on peut espérer un petit peu de repeat order. Voilà. Et on va prendre les 2 dernières questions assez rapides. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici encore ? J'ai pu regarder sur Google Trends l'évolution de la notoriété de Private Sport Shop pour vous. Et du coup, on constate que c'est assez stagne depuis votre lancement jusqu'en septembre 2015, avec une explosion énorme sur les courbes d'intérêt pour votre marque. Du coup, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous avez lâché des budgets publicitaires pour avoir cette explosion ? C'est la TV, c'est Télématin, l'effet Télématin. On n'a pas eu de Télématin parce que pareil, on avait la flemme de faire des pillards, mais par contre, on a investi comme des bœufs en télé, en budget télé. Donc depuis cette période-là, à peu près, on met des budgets assez importants en télé. En gros, la stratégie, c'est de se dire que la télé, ça se traque un peu moins, mais finalement, ça se traque quand même pas mal avec des outils qui sont cool. C'est-à-dire que quand le spot passe, une société a au préalable scanné le spot, donc à chaque fois qu'elle passe en télé, la société en question sait exactement quand ça passe. Donc on a le petit tracker qui nous dit hop, là il y a un spot sur M6 entre la petite maison dans la prairie, je sais pas quoi. Hop, il y a le spot, et au même moment on constate une augmentation de trafic, une augmentation d'inscription, enfin un pic d'inscription, et évidemment les systèmes font en sorte que ces gens-là sont tagués, si vous voulez, et s'ils achètent ou s'ils convertissent dans les 30 jours, on le saura. Et du coup on s'est rattaché
de la performance à du budget. Donc évidemment, c'est pas du tout les mêmes ratios qu'un investissement online, c'est beaucoup moins bon. Ceci dit, c'est quand même pas dégueulasse. Donc on l'a refait. Voilà. Et puis c'est aussi super. Ouais, ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'il y a la notoriété globale, il y a aussi la crédibilité versus nos partenaires, hein, qui soient les marques, les transporteurs, etc. Ça nous a quand même beaucoup aidé en termes de légitimité sur le marché global. Et en plus, on marque vraiment la différence parce que des sites sport qui font de la pub télé, il n'y en a pas 20 000. Et encore une fois, je pense que ça a un peu marqué, entre guillemets, un peu les esprits. Et que ça, c'est en dehors du pur ratio ROI dans lequel on était. Et que ça a vraiment, c'était vraiment important comme étape pour nous. Et dernière parenthèse par rapport à ça, c'est que toujours pareil, step by step. C'est-à-dire que on n'est pas allé chercher du budget ou lever des fonds pour faire de la télé au départ, parce qu'on savait que finalement les gens venaient chez nous pour la crédibilité des marques qu'on lançait. Et puis à un moment donné, on s'est dit merde, peut-être qu'il faudrait qu'ils viennent chez nous aussi parce qu'on s'appelle Private Sport Shop. Et donc il faut qu'on travaille vraiment le branding, la notoriété de la marque. Et c'est aussi pour ça qu'on est passé à cette étape-là, mais c'est arrivé après. Voilà, mais je vous propose qu'on en reste là et que vous puissiez poser des questions à Benoît et Guillaume directement autour d'un petit verre. Je vais prendre une petite minute pour remercier vraiment tout le monde. En premier lieu, Benoît et Guillaume, merci de prendre le temps depuis 2 ans pour nos startups et d'avoir pris le temps ce soir pour nos startups et l'écosystème de Montpellier qui est très dynamique, vous le savez. Je vais remercier, j'espère que je vais oublier personne, toute l'équipe de WeSprint qui se bat pour que ces événements-là existent et se reproduisent. Je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'ils font un boulot formidable. Donc Fiona, Cédric, Laurine, Patrick, Julie, Pierre, Gabriel, Tiffaine, j'ai dû oublier quelqu'un, je vais payer mon apéro après. Donc le format est très simple, pour ceux qui sont arrivés à l'heure, on a payé le premier verre et le reste c'est pour vous. Passez une bonne soirée, on est vraiment ravis de vous accueillir pour ce meet-up et on vous donne rendez-vous en mai pour le prochain et la thématique va être annoncée bientôt. Merci, bonne soirée.